Nouvelle édition de la rédaction, bienvenue sur Futur TV, voici les titres de ce journal. Colère et tristesse à Baalbek, la ville natale du soldat Abbas Medlij, décapité par l'État islamique. Tamam Salam a présidé ce midi une réunion de la cellule de crise. Le chef du gouvernement s'adressera aux Libanais à 20h. Les ministres arabes des Affaires étrangères se réunissent au Caire. Le chef de la Ligue appelle à faire face militairement et politiquement aux djihadistes de l'État islamique. Nouvelle violation du cessez-le-feu conclu hier entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Des bombardements retentissent dimanche dans l'est de l'Ukraine, notamment près de l'aéroport de Donetsk, bastion insurgé. Et le plus vieux festival de cinéma du monde s'est achevé hier soir au Lido, le palais des festivals. Le Lion d'or de la 71e Mostra de Venise a été attribué au Suédois Roy Andersson. Colère, émotion, tristesse à Baalbek, la ville natale de Abbas Medlej. Ce soldat libanais âgé d'une vingtaine d'années a été décapité ces dernières heures par l'État islamique. Un porte-parole de l'EI aurait affirmé à l'agence d'information turque que son mouvement l'avait exécuté parce qu'il avait tenté de fuir. La famille du militaire a réitéré son soutien à l'armée. Dans un communiqué, elle a appelé les Libanais, toute appartenance confessionnelle confondue, à l'unité face à la menace terroriste, et ce pour empêcher les islamistes de s'infiltrer dans la société libanaise et d'atteindre leurs objectifs. La décapitation de ce soldat intervient une semaine après l'exécution par l'EI d'un premier militaire, Ali Sayed, originaire de Fnaïdek au Liban Nord. Les deux soldats faisaient partie d'un groupe de militaires enlevés le 2 août à Ersal, dans la Bekaa, lors de combats avec les djihadistes venus de Syrie. Les islamistes détiennent toujours une trentaine de policiers et de soldats. Un civil identifié comme Kaïd Gadada, originaire d'Ersal, a également été exécuté cette semaine par les islamistes après avoir été enlevé à son domicile par des hommes armés. Motif, il serait un agent du Hezbollah, la bête noire des djihadistes qui ont menacé d'exécuter d'autres militaires libanais si le Hezbollah ne se retirait pas de Syrie. Les ravisseurs réclament également un échange avec des prisonniers islamistes détenus au Liban. Pas de négociation avec les preneurs d'otages a toutefois tranché jeudi dernier le gouvernement Salam à l'unanimité à l'issue d'un conseil des ministres. Des opérations escargots sur les routes libanaises, c'est la réaction de ces jeunes en colère après l'exécution par l'EI du soldat Abbas Medlej. Plusieurs routes ont été coupées à travers le pays, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth et dans plusieurs localités de la Bekaa. Dans un communiqué, les familles des soldats otages de l'État islamique ont redit leur attachement à la coexistence pacifique. Ils ont aussi souligné l'importance de protéger les réfugiés syriens au Liban d'éventuelles représailles. Les familles des soldats otages qui appellent depuis plusieurs jours le gouvernement à déployer les efforts nécessaires afin d'obtenir la relaxe de leurs proches, ont assuré que leur mobilisation demeurera pacifique. Le Premier ministre Tamam Salam a d'ailleurs présidé ce dimanche une réunion de la cellule de crise chargée d'étudier le dossier des soldats enlevés par les djihadistes. Il devrait s'exprimer à 20h locales. Avec nous en ligne, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, Monsieur Salouane. Bonsoir, M. Berberi. Alors, à quoi doit-on s'attendre ce soir, ce discours justement du Premier ministre Salam, alors que des appels se multiplient pour la libération des otages? Écoutez, il ne s'agit plus, M. Berberi, de se poser la question de la légitimité de négocier avec l'État islamique, qui, hélas, est considéré comme tout en étant considéré comme organisation terroriste, est devenu jusqu'à preuve du contraire un État de fait, qui contrôle un territoire 2 fois plus grand que le Liban, une armée suréquipée de plusieurs milliers de combattants et des moyens financiers exorbitants. Alors je pense que le pragmatisme exige, de libérer ces pauvres jeunes soldats de leurs joailliers, et dont on ne sait pas jusqu'à présent comment ils ont été kidnappés et laissés à eux-mêmes malgré les rapports sécuritaires qui ont été publiés dans la presse des mois auparavant. 2, si je puis dire, sauver le pays et la population, toute confession confondue, essentiellement la Bekaa en premier, de plonger dans la terreur, dans la désolation, dans le déplacement de population qui peut engendrer, hélas, aussi une guerre de religion entre tout le monde. Mais Monsieur Salouane, est-ce que le gouvernement libanais a vraiment les moyens de pouvoir combattre justement l'État islamique? Écoutez, bien qu'il n'ait pas le moyen de pouvoir combattre l'État islamique, le gouvernement a la responsabilité de négocier, voir comment s'en sortir de ce pétrin. On ne peut pas laisser ces jeunes soldats
aux mains de leurs joailliers, essentiellement que le crime qui a été perpétré contre les soldats libanais a suscité une réaction populaire qui me rappelle les années de la terreur, les années de terreur en Europe le siècle passé. Non, on ne peut pas employer des méthodes rappelant ces années-là, mais même des méthodes utilisées par la population palestinienne en représailles et que certains Libanais récusent en principe, mais l'État libanais doit essayer par tous les moyens. Et ce dimanche, pas par la guerre, parce que en ce moment-là, c'est une responsabilité internationale, c'est une responsabilité régionale d'éradiquer ces organisations terroristes. Comme l'a spécifié hier le chef des forces libanaises, il est vrai que c'est une tumeur qu'il faudrait enlever, qu'il faudrait opérer chirurgicalement, mais d'une manière de façon à ne pas pousser le Liban éventuellement dans la violence et vers la terreur et une éventuelle guerre civile entre ces parties-là. Deuxièmement, non, la population civile syrienne qui est réfugiée chez nous, il est vrai qu'elle pose un grand problème. Oui. Il est très important que le gouvernement prenne en compte cette présence-là et essaye de solutionner ce problème-là, mais on ne peut pas utiliser des méthodes. Malheureusement, Monsieur Salouane, c'était tout le temps qui nous était imparti. Merci pour vos éclairages. Restez des nôtres au retour de la pause. Le Pakistan en proie à une mousson dévastatrice. Retour sur le plateau de l'info, le chef de la Ligue arabe, Nabil El Arabi, a appelé ce dimanche les pays arabes à faire face militairement et politiquement aux djihadistes de l'État islamique qui sévissent en Irak et en Syrie. Il a lancé cet appel lors d'une réunion des ministres arabes des Affaires étrangères au Caire, au lendemain d'une conversation téléphonique avec le secrétaire d'État américain John Kerry sur la mise en place d'une coalition internationale pour défaire le groupe djihadiste. El Arabi a aussi appelé les ministres à adopter des décisions courageuses pour faire face au phénomène de terrorisme qui menace l'existence de certains États arabes. Un diplomate de la Ligue a également indiqué à des journalistes que les ministres étudiaient l'adoption d'une résolution concernant la lutte contre l'État islamique et la coordination avec les États-Unis pour confronter ce groupe terroriste. Des bombardements auront continué à retentir ce dimanche dans l'est de l'Ukraine, confirmant une violation du cessez-le-feu conclu hier entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Des détonations régulières ont été entendues par des journalistes d'agence près de l'aéroport de Donetsk, bastion des séparatistes. Samedi déjà, les deux camps s'étaient mutuellement accusés de ne pas avoir respecté la trêve. Une femme de 33 ans a été tuée et 3 personnes ont été blessées lors d'un bombardement d'un barrage ukrainien à l'entrée est de Mariupol, un port sous le contrôle de Kiev sur la mer d'Azov est situé à 50 km de la frontière avec la Russie. Dans la foulée, les rebelles ont exigé leur indépendance. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, c'est au Pakistan et dans l'Inde voisine, la mousson a déjà fait plus de 230 morts. Des milliers de maisons ont été endommagées, notamment dans les régions du Pendjab et du Cachemire. L'armée a été déployée pour venir en aide aux victimes. Selon les prévisions météo, des pluies violentes devraient encore balayer l'est du pays pour au moins 24 heures. Dans 2010, souvenez-vous, les pluies torrentielles avaient fait près de 1800 morts, 21 millions de sinistrés. La Corée du Nord tente la carte diplomatique. Elle envoie en Europe Kang Sok-woo, un cousin maternel de l'ancien dirigeant Kim Jong-il. L'homme est très influent et a joué un rôle central dans la négociation il y a 20 ans d'un accord de dénucléarisation avec les États-Unis. Sa tournée de plusieurs capitales européennes, dont Bruxelles, rentre dans le cadre des récents efforts du régime de faire lever les sanctions internationales à son encontre. Et des nouvelles de 2 militants des droits de l'homme qui étaient portés disparus au Qatar depuis une semaine. Ils sont donc arrêtés par la police pour non-respect de la loi qatarienne. Les 2 Britanniques étaient venus dans l'Émirat pour l'ONG Global Network for Right and Development et devaient rédiger un rapport sur les conditions de travail des ouvriers népalais. Ils sont toujours en détention. Je vous le disais, la 71e Mostra de Venise, le plus vieux festival de cinéma du monde et l'un des plus prestigieux après Cannes, s'est achevé hier soir au Lido, le palais des festivals. À la surprise générale, c'est au Suédois Roy Andersson qu'a été attribué le Lion d'Or de cette édition pour un film aussi atypique que son titre, un pigeon assis sur une branche réfléchissant sur l'existence.
Une méditation sur la condition humaine teintée d'humour noir qui n'avait pourtant pas fait beaucoup de vagues sur le Lido. The Look of Silence, un documentaire sur les massacres de communistes en Indonésie dans les années 1960, rafle quant à lui le grand prix du jury, une maigre consolation pour son auteur, l'américain Joshua Oppenheimer, donné grand favori pourtant donc pour ce Lion d'or de la 71e édition de la Mostra de Venise. Avant de se quitter, du foie gras, du caviar, de la truffe et surtout une addition de 169 $. Voilà les ingrédients du Juni Ban, officiellement devenu le hot dog le plus cher du monde. Pour le déguster, eh bien, rendez-vous du côté de Seattle aux États-Unis, où ce hot dog est préparé avec soin par les patrons du food truck Tokyo Dog. Nous l'avons fait par simple amour du défi, disent les cuisiniers. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les profits sont intégralement reversé à la Croix-Rouge. Et même à 169 $, eh bien l'affaire tourne bien puisque les demandes ne cessent d'augmenter. Fin de ce journal, voici le rappel des titres. Colère et tristesse à Baalbek, la ville natale du soldat Abbas Medlej, décapité par l'État islamique. Tamam Salam a présidé ce midi une réunion de la cellule de crise. Le chef du gouvernement s'adressera aux Libanais à 20h ce soir, heure de Beyrouth. Les ministres arabes des Affaires étrangères se réunissent au Caire. Le chef de la Ligue arabe appelle à faire face militairement et politiquement aux djihadistes de l'État islamique. Nouvelle violation du cessez-le-feu conclu hier entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Des bombardements retentissent dimanche dans l'est de l'Ukraine, notamment près de l'aéroport de Donetsk, bastion des insurgés. Et le plus vieux festival de cinéma du monde s'est achevé hier soir au Lido, le palais des festivals. Le Lion d'or de la 71e Mostra de Venise a été attribué au Suédois Roy Andersson pour un pigeon assis sur une branche réfléchissant sur l'existence. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et bon début de semaine.